OK. Aujourd'hui, on va parler du moteur brushless. Donc, comment il fonctionne, comment on le contrôle et c'est quoi ses particularités. Mais avant, on va le comparer, on va regarder comment il est construit, puis on va le comparer avec un moteur à brosse DC standard, comme on a ici. Puis on va regarder, lui, comment il est construit à l'intérieur. Donc, si on prend le moteur à brosse, donc on le voit ici, on a deux brosses de chaque côté et on a le collecteur qui est au milieu. Et les brosses servent à connecter les bonnes bobines au bon moment pour faire tourner le moteur. Quand on regarde à l'intérieur, ici, on voit qu'on a deux aimants permanents, donc un de chaque côté, un qui est orienté nord et l'autre orienté sud, ce qui fait en sorte de faire le champ magnétique. Et le champ magnétique passe au travers du fer ici avec les bobines. C'est ce qui fait le mouvement. C'est ce qui fait tourner le moteur. Le moteur brushless, c'est exactement la même chose, sauf que c'est complètement le contraire. Donc ici, sur le stator, on a les bobinages. OK? Et sur le rotor, ben, on a l'aimant permanent ici. Donc ici, c'est un aimant. On peut le voir parce que ça colle après. Mon tournevis, il tient dessus. Donc, on a l'aimant et on a ici les bobinages. La particularité du moteur brushless, souvent, c'est qu'il y a des capteurs FAA. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir exactement à quelle position est le rotor pour pouvoir commuter les bobines de façon électronique. Donc, c'est ça la particularité, c'est que le moteur DC à brosse, c'est les brosses qui commutent les bobines, donc c'est fait de façon mécanique. Avec le moteur brushless, ça doit être fait de façon électronique avec des transistors. Donc, on voit ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a des capteurs FAA sur le petit PCB ici qui sont montés à déphaser de 120 degrés chacun. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne, cette affaire-là. Avant de regarder comment on commute les phases, parce que le moteur brushless, on a trois phases à commuter, regardons la fiche signalétique pour voir comment on les commute. OK? Donc, je partage l'écran. Donc, ici, on a les trois capteurs FAA puis les trois bobinages du moteur. Donc, pour chacune des séquences, pour chacune des positions des capteurs FAA, on a une façon de commuter les coils. Comme on peut voir ici, quand le S3 est à 0, S2 est à 0 et S1 est à 1, on doit mettre le positif sur le coil B, le négatif sur le coil A, puis le coil C, on ne commute rien. OK? Donc, dans le fond, c'est les deux transistors sont ouverts. Donc ici, on vous montre un petit peu comment sont connectés les capteurs FA. Donc, on a besoin d'une alimentation entre 4,5 et 24 volts. On a un commun et on a les sorties. Les sorties sont open collector, donc on doit mettre des restances de rappel à l'alimentation. Bref, on voit ici chacune des séquences. Les séquences possibles, il y en a 6 seulement. Donc, les séquences 0, 0, 0 et 1, 1, 1 sont impossibles. Donc, on ne peut pas avoir que des 1 ou que des 0. Donc, ça nous laisse 6 possibilités. Donc, ici, on peut se faire un code pour chacune des positions. Donc, ici, on aurait le code 1, où on a S1. Ici, le code 5. Donc, ici, S3 est à 1 et S1 est à 1. Le code 4, on a seulement S3 à 1, etc. Donc, on peut faire des codes comme ça. Ça va nous permettre plus tard de savoir dans quelle séquence on est et quel coil commuté, quel bobinage commuté. OK? Donc, maintenant, regardons comment on va commuter ça. Donc, si on doit commuter avec le code 1 que je vous ai parlé tout à l'heure, donc on doit mettre B à plus et A à moins. C, on met rien. Donc, ça veut dire que sur la phase C, les deux transistors ici restent ouverts. On ne les touche pas. La phase B doit être positive, donc on va fermer lui. Et la phase A négative, donc on va fermer lui. Donc, en fermant ces deux-là, le courant va passer de la phase B vers la phase A et va revenir à l'alimentation. Notez que ce ne sont toujours que deux
bobines d'actives en même temps. Il n'y a jamais les trois. OK? Donc, il y a toujours deux bobines actives. Pas en avoir juste une non plus. Donc, toujours deux bobines actives. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec les autres transistors ici? Ben, j'ai plusieurs choix. Soit je les laisse toujours ouverts. Donc, je les laisse toujours ouverts, puis je ferme lui, il va tourner à 100% de sa vitesse. Mais si je veux aller moins vite, je vais utiliser la modulation par largeur d'impulsion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commuter ce transistor-là, ou ce transistor-là, ou les deux, avec un certain rapport cyclique. Quand le rapport cyclique va être nul, zéro, ben, il n'y aura pas de courant qui va pouvoir passer dans mes transistors parce qu'ils vont être toujours ouverts et le moteur ne tournera pas. Si je mets 50% de rapport cyclique, ben, je vais pouvoir tourner à la moitié de sa vitesse maximum. Si je mets 100% de rapport cyclique, il va tourner à sa vitesse maximum. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va contrôler le moteur, contrôler sa vitesse, en fait. OK? Donc, encore là, il y a plusieurs façons de faire avec la modulation par largeur d'impulsion. Donc, comme je vous dis, on peut laisser ce transistor-là toujours à on et commuter celui-ci. Donc, si lui commute, ça fait que je vais pouvoir moduler la tension au moteur, donc il va tourner plus ou moins vite selon le rapport cyclique. Donc, je peux faire commuter lui d'en haut, puis laisser lui d'en bas fermé et faire commuter celui d'en haut. Ou, ce que je peux faire, c'est j'ai mon signal, PWM, que je vais commander avec le transistor d'en haut ici. Ici, je vais mettre l'inverse. Et ici, je vais mettre mon PWM. Maintenant, c'est un petit peu différent. Si j'ai 50% de rapport cyclique, ben, je vais avoir la tension VCC sur 2 ici et VCC sur 2 là, donc le moteur ne tournera pas. Si j'ai un rapport cyclique plus grand que 50%, donc lui et lui vont être euh, à on plus longtemps. Donc, ce qui va faire en sorte que le courant va pouvoir passer de B à A. Euh, si mon rapport cyclique est plus petit que 50%, là, ça va être le contraire. Ces deux-là vont être actifs plus longtemps que les deux autres. Donc, le courant va passer à sens inverse de A vers B. Qu'est-ce que ça va faire, ça, en pratique? En fait, les séquences que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est les séquences pour tourner dans le sens horaire, par exemple. Mais si j'envoie l'inverse dans, dans mon moteur, j'envoie les polarités inverses. Donc, si je fais passer du courant dans l'autre sens, ben, il va tourner dans l'autre sens, c'est tout. Donc, ça va me permettre de pouvoir tourner dans les deux sens en jouant sur le rapport cyclique. Donc, à 50% de rapport cyclique, donc, il n'y aura pas de courant qui va passer dans mon moteur. Par contre, si j'envoie un rapport cyclique plus grand que 50%, ben, il va pouvoir tourner dans le sens, puis j'envoie un PWM des largeurs d'impulsion plus petite que 50%, ben, il va tourner dans l'autre sens. C'est tout. OK? Donc, ça, c'est pour une séquence, donc un code que j'ai montré tout à l'heure, donc le code 1. Mais on fait ça pour les 6. Donc, pour les 6, on va pouvoir euh, choisir quelle des trois phases on active et quelles sont désactivées. OK. Je te montre maintenant comment j'ai réalisé ça. Donc, je te montre le schématique euh, pour voir comment on a réussi à faire ça. Donc, ici, j'ai utilisé un Arduino Nano Evry. Pourquoi? Parce que j'ai trois capteurs FAL ici. Puis, ils sont montés sur des broches d'interruption. Donc, j'ai besoin de trois broches d'interruption. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le Nano Evry. Parce que sinon, le Nano Standard et le Uno ont que deux broches qu'on peut utiliser les interruptions dessus. Or, ils sont connectés sur les broches 4, 5 et 6. Donc, ça, c'est mes capteurs FAL que je lis directement sur ces broches-là. Ensuite, j'ai ici 6 broches que j'ai mis en sortie pour la phase 1, la phase 2, la phase 3 qui correspondent à la phase A, B et C. J'ai un signal ici que je vais générer ma modulation par largeur d'impulsion qui est connecté sur D3. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne avec le nano Evry. Maintenant, pour réaliser ça, j'ai mon signal
Ici, Out PWM, qui est ma modulation par l'agent d'impulsion sur la broche 3, je viens de vous la montrer. Euh, Vu que mes deux transistors ici commutent, ben, il faut que j'aille un petit temps mort entre les deux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas mettre mes deux transistors à on en même temps parce que ça va court-circuiter l'alimentation, puis ça va tirer beaucoup de courant, mes transistors vont chauffer, puis ça risque de les endommager. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais mettre ici un petit délai entre les deux. Donc, les deux vont être à off pendant un certain temps. Donc, je me suis arrangé pour avoir environ un temps off où les deux transistors sont ouverts d'environ 400 nanosecondes. Ma fréquence de modulation par la genre d'impulsion, je l'ai mis à environ 30 kHz. Donc ici, ce que ça me fait, c'est ces paquets d'inverseurs-là avec le réseau RCD qu'il y a là, ben, ça va faire en sorte que PWM ici et PWM bar, pendant un certain temps, les deux vont être à zéro en même temps. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai des portes et ou sélectives pour permettre d'envoyer PWM ou PWM bar sur mes transistors ici sur chacun des bras des transistors. Avec ici le petit circuit qui va piloter les deux transistors MOSFET qu'il y a là. Je vous ai préparé une petite simulation pour regarder comment fonctionne cette porte-là, puis comment je réussis à envoyer PWM sur L1 et PWM bar sur H1 ou l'inverse en contrôlant ces deux broches-là ici. Donc, je l'ai fait avec PSIM. Donc, je vous montre ça à l'instant. J'ai ici mon signal out PWM. Euh, Mon réseau d'inverseurs est RCD pour faire mes délais. Ici, j'ai mon PWM et PWM bar. J'ai mis un B, je ne pouvais pas mettre la petite ligne sur le dessus. Puis ça, c'est ce qui est à l'intérieur de ma porte logique, qui est les et ou sélectifs ici, qui va me permettre d'envoyer mes signaux au pilote des MOSFET. Si on regarde ceci, on va regarder, pour commencer, les trois signaux qu'il y a là. Donc ici, j'ai mon signal PWM out, PWM et PWMB. Donc on voit que les deux, ici, pendant un certain temps, ils sont à zéro, ce qui va me permettre d'être certain que mes deux transistors ne seront pas actifs en même temps. OK? Donc on le voit ici, là. Ensuite, quand j'ai PID out 1 et out H1 et out L1 à 0, ben H1 et L1, mes deux transistors vont être à off. OK? Donc ici j'ai out 1, ici j'ai out L1, H1 et L1. Sont présentement tous les deux à 0, donc mes deux transistors sont à 0. Si je veux envoyer mon PWM sur le H1, OK? Sur le transistor d'en haut. Donc, je vais mettre en 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le PWM ici, ben, il s'en va sur H1, puis sur L1, c'est PWM bar. Donc, l'inverse du PWM. Euh, Si maintenant, je peux mettre l'inverse, ben, on va voir que le PWM va s'en aller sur L1 au lieu de sur H1, ce qui va faire en sorte d'inverser la tension que je vais pouvoir envoyer sur mon moteur. Donc, on voit ici, PWM maintenant, il est sur L1 au lieu d'être sur H1. Et H1 maintenant, PWM bar ici. Cool. Donc, c'est comme ça que je contrôle le, euh, les tensions que j'envoie sur mon moteur. Donc, la petite logique, c'est ici, c'est fait à l'intérieur du 49, une porte CMOS standard. Euh, donc, mes signaux ici, je vais pouvoir contrôler si j'envoie le PWM sur H1 et PWM sur L1 puis contrôler dans le fond mes trois bras de MOSFET avec ceci. Donc, maintenant, on passe au programme en tant que tel. Comment on a codé ça en Arduino. Donc, ici, j'ai mes trois entrées qui sont les capteurs FEA. Donc, on branché sur les broches 4, 5 et 6. Ici, j'ai mes 6 sorties pour contrôler quel MOSFET
que le transistor MOSFET va être actif ou pas. Et j'ai mon signal ici de modulation par l'agent d'impulsion, out PWM3, PWM qui est sur la broche 3. Donc ici, ce que je fais, c'est que je relie la sortie TCB1, donc la sortie du timer TCB1 sur la broche des 3. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, elle était sur une broche qui n'était pas accessible. Euh, donc, il fallait que je la relie à une broche qui est accessible sur l'Arduino Nano. Euh, la broche des 3 en l'occurrence. Ici, CTRL A, ben, ça me permet d'activer le timer et de diviser par deux la fréquence parce que je voulais une fréquence de autour de 30 kHz. Et sinon, ça m'aurait donné 60 kHz. Ça ne donne à rien d'aller aussi vite avec un moteur brushless. Ici, c'est le registre qui me permet d'écrire la période du PWM. Donc, si on calcule la fréquence, on a la fréquence de l'horloge qui est à 16 MHz. On l'a déjà divisé par 2. On divise par 256. J'ai 255 avec le 0, ça va être 256 codes. Ça me donne une fréquence de 31 kHz. Ici, ce registre-là permet de faire la modulation par l'agent d'impulsion. Donc, c'est elle qui contrôle la largeur des impulsions. Si je le mets à 128 comme ça me donne un rapport cyclique d'environ 50%. On voit ici, pin mode, donc, sont en input, les capteurs FAR. J'ai mis mes autres broches en sortie. Ici, je relie chacune des broches euh, du, euh, des capteurs FAR, dans le fond, sur une routine d'interruption. Donc, cette routine d'interruption-là va s'activer à tous les changements d'état d'un des trois capteurs FAR. Donc, aussitôt qu'il y en a un qui change d'état, je vais aller rouler ma routine d'interruption. Donc, allons voir comment elle est construite, cette routine d'interruption-là. Elle est ici. Donc, on voit que je dois me construire un code. OK? Ici, je construis mon code. Donc, j'ai mon S1, qui est mon capteur FAR numéro 1, euh, que j'additionne avec deux fois le capteur FR2 et quatre fois le capteur FR numéro 3. Donc, ça me permet de faire le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça me permet d'avoir mes 6 codes. Je veux avoir aussi l'ancien code. Pourquoi? Parce que je veux savoir dans quelle direction je m'en vais. OK? Donc, si on regarde ici, on voit que si je suis au code 5 et l'ancien code était à 1, ben, je m'en vais dans la direction positive, donc j'additionne mon compteur. Et si mon ancien code c'était 4, maintenant mon code c'est 5, ben, je vais soustraire. Donc, ça va me dire combien de pulses que j'ai fait, mettons, par 100 millisecondes, ce qui va pouvoir me permettre de savoir la vitesse aussi. Donc, je pourrais savoir la position dans laquelle il est rendu, mais présentement, je m'en sers pour calculer la vitesse, donc le nombre de changements d'état que j'ai par 100 millisecondes, par exemple. OK? Donc, ici, je retiens l'ancien code pour savoir, simplement pour savoir si je dois compter plus ou compter moins toutes les fois que je fais une interruption. OK? Donc, ici, j'ai mon ancien code qui est statique. Donc, il va être initialisé une seule fois. Ensuite, il va prendre la valeur de mon code inférieur ici. Le code 0 n'existe pas, donc je l'ai mis en commentaire. Quand j'ai le code 1, puis l'ancien code, c'est égal à 3, donc on compte plus. Si l'ancien code, c'est 5, ben, je compte moins. OK? Puis, on voit qu'au code 1, ici, ben, je vais aller mettre le out H2 à 1 parce que la phase 2 va être positive et la phase 1, la phase A, va être négative. OK? Et la phase C, qui est la troisième, ben, je vais mettre les deux à 0. Donc, on regarde ça encore une autre fois. Quand j'ai le code 1, la phase B doit être positive, la phase A doit être négative, et la phase C, les deux transistors doivent être ouverts. OK? Donc, c'est exactement ce que j'ai reproduit dans mon programme ici. Donc, je mets out L1 à 1, donc ça inverse mon PWM sur H1 dans le fond. OK? Puis H2, ben, j'envoie le PWM directement. OK? Fait que je fais ça aussi pour chacun des codes. Donc, pour le code 2, le code 3, le code 4, le code 5, 6 et le code 7, lui, ben, il est pas possible, donc je l'ai mis en commentaire. Et c'est ici que je dis, ben, mon ancien code, c'est maintenant le code actif présentement. OK? Dans mon programme, maintenant, comment je contrôle mon moteur?
Ça, en passant, tout ça, la routine d'interruption, ça se fait de façon automatique. Je n'ai pas à gérer ça dans mon loop. OK? Ça se fait tout transparent pour le contrôle. OK? Donc, j'ai une consigne de vitesse. Ici, je vais faire un contrôle PI, proportionnel intégral. Donc, j'ai une intégrale de vitesse à faire. Euh, j'ai un timer parce que je vais le faire à toutes les 100 millisecondes aussi. Donc, ma constante Kp, ma constante Ki pour ma constante proportionnelle, constante intégrale, une variable pour ma vitesse, l'erreur et ma commande qui va être envoyée en PWM à mon moteur. Donc ici, à toutes les 100 millisecondes, je rentre dans ma routine d'interruption. Donc, je vais lire le compteur de pulses et je le remets à zéro. Donc, ça me dit combien j'ai fait de pulses dans mon 100 millisecondes. OK? Donc ici, je transforme mon nombre de pulses par 100 millisecondes en tours par minute. OK? En faisant cette opération mathématique-là. Donc, j'ai mon erreur ici qui va être la consigne moins la vitesse. Donc, toutes les deux ici en tours par minute. Ici, j'ai monté une intégrale. Donc, plus égal, ça veut dire intégrale est égal à intégrale plus que i fois l'erreur. OK? Donc, je limite mon intégrale à la valeur minimum et maximum de ma commande. Ensuite, je calcule ma commande PWM qui est égale à copier fois l'erreur plus mon intégrale. Donc, ici, le colis est déjà mis dans mon intégrale. Je n'ai pas à la rajouter ici. Et aussi, encore une fois, je limite ma commande à plus ou moins 255. Maintenant, comment j'écris ma commande sur ma broche de modulation par la chaîne d'impulsion, mon out PWM, qui est la broche 3, ben, je prends cette valeur-là, en moins 255 et plus 255, je la divise par 2, puis j'additionne 128. Donc, quand ici, je suis à 0, quand ma commande PWM moteur est à 0, ben, ça me donne 128, ça me donne 50% de rapport cyclique. Quand je vais avoir 255, ça va me donner 255, donc mon rapport cyclique maximum. Et quand je suis à moins 255, ben, ça va me donner 0, puis je vais avoir ma commande WM minimum. OK, là, j'imprime mes trois. Puis ici, j'ai que des commandes sur le port seriel que je peux envoyer à mon moteur. Donc, si je mets S, euh, je vais entrer un chiffre après. Puis ça va être ma consigne de vitesse en tours par minute. Donc, en mettant S avec un chiffre, ça va me donner ma consigne de vitesse. X, ça va être pour arrêter le moteur. Donc, je vais mettre ma consigne de vitesse à 0. Ici, je peux inverser ma consigne juste pour faire le changement de direction. Donc, j'inverse ma consigne. OK? Donc, on a fait le tour de ça. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la démonstration. Euh, donc, je te montre ça à l'instant. Pour les pilotes des MOSFET, ici. Donc, j'ai mes 6 MOSFET là. Ici, j'ai les restances pour la grille avec le diode. Euh, ici, j'ai mon circuit avec mes inverseurs. Ici, j'ai mes deux portes de chip de logique pour sélectionner quel des MOSFET est activé. Et ici, j'ai mes capteurs FR, qui sont les petits fils en mauve qui sont là, qui sont reliés sur mon Arduino. Les trois fils en vert sont les fils pour le moteur. Ici, j'ai l'alimentation des capteurs FR qui est connecté sur le connecteur ici qui va à mon moteur. OK. La consigne est maintenant à 0. J'ai mis une petite hélice ici pour qu'on le voit bien tourner. Donc, on y va à 1000 tours par minute. C'est parti. Donc, on le voit bien tourner ici. On peut aller beaucoup plus vite. Donc, 4000 tours par minute. Je te partage l'écran pour qu'on voit ce qui se passe vraiment. Donc, ici, sur mon traceur sériel, j'ai la consigne, la vitesse et la commande. La commande a été multipliée par 10.
Sinon, ben, c'était trop petit comparé à l'échelle des autres. Ici, j'ai mon rapport split et l'inverse du rapport split. Donc, si je diminue la vitesse, donc on voit la commande est à 2000. Donc, on voit le rapport split et la commande ici, le rapport split a changé pour s'adapter pour avoir la bonne vitesse. Donc, ici, on peut aller en sens inverse. Avant, je vais le mettre à 0. On va arrêter. X. Et on peut aller en sens inverse à moins, par exemple, 1000 tours par minute. On sent l'air passer. On augmente la vitesse. Il peut monter jusqu'à 8000 tours, mais avec l'hélice, j'aime mieux pas aller à cette vitesse-là. Cool. Donc, ça fait pas mal de tours pour ma démonstration. Donc, ça fait le tour pour le moteur sans brosse. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo, mettre un petit pouce, activer, t'abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour avoir les notifications à toutes les fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Alors, à la prochaine.